Bonjour, bonjour. Tout d'abord, une bonne année 2025 à toutes et à tous. 2025 a commencé sur les chapeaux de roue en Amérique latine, autour de deux dates, 10 janvier, 20 janvier. 10 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la prise de possession, l'acte inaugural du nouveau mandat de Nicolás Maduro au Venezuela. Nicolás Maduro qui avait gagné les élections le 28 juillet et donc qui assume un mandat de 6 ans, donc à partir de ce 10 janvier 2025 jusqu'en 2030, donc 2031. Alors, l'élection avait été contestée par l'opposition. On se souvient que la Cour suprême du Venezuela avait fait une enquête, avait reçu tous les partis qui avaient présenté les fameux procès-verbaux, sauf les partis qui justement contestaient la victoire de Nicolás Maduro, et puis une élection contestée. Alors on entendait, il va se passer des choses, le monde va se lever, il va y avoir une révolte, Nicolás Maduro ne va pas pouvoir prendre possession de ce nouveau mandat. Et évidemment, ça c'est le bruit qu'on peut entendre en dehors du Venezuela. Nicolás Maduro a assumé dans la tranquillité, avec une énorme manifestation, mais de chavistes qui le soutenaient. Les manifestations de l'opposition au Venezuela, principalement à Caracas, ont été un échec, qui ont ramené que très peu de monde. Il y a eu évidemment quelques manifestations à Madrid, à Lima, à Miami, mais bon, ça ne compte pas, je dirais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Encore une fois, le monde politico-médiatique s'est emballé, que Edmundo González, le nouveau Guaido, allait revenir au Venezuela. Il n'est pas revenu au Venezuela, il a fait une petite tournée des popotes en Amérique latine, mais en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des pays qui reconnaissent Edmundo González comme président, le Pérou, l'Argentine, le Chili, la République dominicaine, les États-Unis et l'Italie de Giorgia Meloni, que des pays classés à droite. Oui, j'inclus le Chili dans cette liste aussi, et qui sont totalement alignés sur les intérêts de Washington dans la région. Voilà, dans la région ou autres, comme l'Italie. Eh bien, ça fait pas beaucoup, parce que vous faites le compte, et on n'arrive même pas aux 40-50 pays qui avaient reconnu Guaido en 2019. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la prise de possession de Maduro est intervenue 10 jours avant celle de Trump. 10 janvier, 20 janvier. Et je crois que la plupart des pays satellites des États-Unis, tout au moins, ont attendu, ou attendent encore, de voir quelle va être la direction signalée par Washington pour pouvoir se coaguler sur cette position. Pays satellite. Or, on savait que la position sur le Venezuela peut changer avec Trump. Alors, effectivement, le 20 janvier, donc j'avais dit deux dates importante pour l'Amérique latine, le 10 janvier, la prise de position de Nicolás Maduro, le 20 janvier, la prise de position de Donald Trump. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer en Amérique latine? On peut voir, alors déjà, la nomination formelle de Marco Rubio, donc, qui est d'origine cubaine, anticastriste, un des éléments les plus fanatiques, les plus bagarreur, on va dire, contre les gouvernements progressistes d'Amérique latine, mais aussi et surtout contre la Chine. Donc, Marco Rubio, secrétaire d'État, c'est une position radicale dans l'administration Trump, surtout par rapport à l'Amérique latine. Et d'ailleurs, on l'a vu, à peine Trump intronisé, il a rétabli Cuba dans la liste des pays qui patrocinent, des pays parrains du terrorisme. Alors, Joe Biden avait sorti Cuba de la liste à peine 5 jours avant. Donc on voit bien en fait que, évidemment, il ne s'agit pas de lutte contre le terrorisme, il s'agit de politique extérieure des États-Unis. Et donc, pour l'instant,
La politique extérieure des États-Unis, dans les quelques jours qui ont suivi la prise de pouvoir par Donald Trump, eh ben, est surtout dictée par des impératifs de politique intérieure. Je m'explique. Pour l'instant, on a vu que tant Donald Trump, Marco Rubio, voire Elon Musk, ne s'en prennent pas à des pays qui sont considérés comme des adversaires. Il n'y a pas eu un mot de trop contre la Chine, contre l'Iran, contre le Venezuela, contre la Russie. Ils s'en prennent plutôt à la galaxie de satellites, au laquais, si on pourrait un peu parler comme ça, hein, c'est-à-dire le Panama, avant tout, le Danemark, l'Union européenne, et puis tous les pays qu'ils savent qu'ils peuvent contrôler sans trop faire d'efforts. Le Panama, qui est dirigé par le président Mulino, élu en 2024, Mulino vient de la galaxie de partis qui soutiennent Trump. Mulino, c'est l'ultra-droite panaméenne, autoritaire, qui considère les Panama Papers comme un complot contre le Panama, qui a été élu parce que la tête de liste de son parti a été condamnée pour corruption, et donc il a pris la suite, on va dire. Et donc c'était quelqu'un qui voyait Trump avec de bons yeux. Qu'est-ce qu'a dit Trump? Que le Panama favorise, dans le canal, favorise les bateaux chinois, et que s'il en était encore ainsi, les États-Unis iront récupérer le canal du Panama. Donc, évidemment, là, on voit qu'il y a aussi, dans la pression facile que les États-Unis font sur des pays d'Amérique latine, elles sont dictées par la guerre commerciale que ce pays est en train de livrer à la Chine. Et donc, on peut penser raisonnablement que dans un premier temps, ce sont les pays totalement sous domination états-unienne qui vont en faire les frais. Et là, on peut parler, par exemple, de l'Équateur, de l'Argentine, du Pérou, par exemple, qui sont des pays qui sont des colonies états-uniennes au niveau politique, mais qui ont des relations non négligeables avec la Chine. L'exemple du Pérou est évidemment frappant, puisque le Pérou est une annexe des États-Unis. L'ambassadrice des États-Unis, toutes les semaines, visite et donne des ordres aux différents ministres, visite les pouvoirs publics, fait une ingérence qu'elle est seule à faire dans ce pays. Le Pérou est un pays sous occupation militaire états-unienne depuis mai 2023, à la demande de Dina Boluarte et approuvé par le Parlement. Donc c'est un pays qui a de très faibles marges de manœuvre politique par rapport aux États-Unis. Néanmoins, c'est un pays qui exporte 36% de ses exportations vers la Chine, qui a une alliance économique stratégique avec la Chine, et dont, comme vous le savez certainement, ou pas, sinon je vous le dis, la Chine vient de construire un hub portuaire dans un port, le port de Chancay, à 80 km au nord de Lima, et ça a immédiatement entraîné la réaction du conseiller de Donald Trump pour l'Amérique latine, qui a été aussi le président de la Banque interaméricaine de développement, je parle de Mauricio Claver Caron, et qui a dit que toutes les marchandises qui passeraient par le port de Chancay seraient taxées de 60% si elles venaient sur le territoire états-unien. Donc là, il y a une guerre, une remise de l'ordre états-unien, pour l'instant, dans les satellites latino-américains. Alors, la deuxième politique intérieure des États-Unis, et Trump a été élu, et largement élu, entre autres pour ça, c'est la chasse aux migrants. Et donc l'expulsion de tous les migrants illégaux des États-Unis. Et donc, là, on a eu un clash, d'abord avec le Mexique, dont la présidente Claudia Sheinbaum a défendu la migration mexicaine aux États-Unis, et puis aussi, et surtout, avec le président colombien Gustavo Petro. Que s'est-il passé avec le président colombien, entre le président colombien et le président Donald Trump? Il y avait des accords entre la Colombie et les États-Unis pour que la Colombie puisse réceptionner les migrants qui sont expulsés des États-Unis. Mais
Donald Trump a essayé de faire un espèce de show en envoyant des migrants menottés, pieds et poings liés, dans un avion militaire. Et ça, Gustavo Petro, le président colombien, ne l'a pas accepté, et donc n'a pas accepté de recevoir l'avion qui ramenait les migrants. Immédiatement après, Trump a émis une série de sanctions, donc l'interdiction pour des membres du gouvernement et du parti et des sympathisants, c'est pas très sérieux d'ailleurs, comment définir un sympathisant de Gustavo Petro, on ne sait pas trop, donc l'interdiction pour les membres du gouvernement, les membres du parti et les sympathisants de Gustavo Petro de visa pour aller aux États-Unis, et puis une série de sanctions économiques en mettant des droits de douane très forts sur les produits, les exportations colombiennes aux États-Unis. Gustavo Petro a immédiatement renchéri en disant que s'il y avait des droits de douane de 50% sur les produits colombiens aux États-Unis, eh bien, il s'en lancerait de même pour les produits états-uniens en Colombie. Donc, une crise diplomatique, mais qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'en réalité, il y avait déjà un accord d'extradition, on va dire, d'expulsion des migrants. Et donc, qu'est-ce qui a été réglé quelques heures après la crise? Que les migrants colombiens qui sont expulsés le soient dans des conditions dignes, qui ne soient pas pieds et poings liés dans des avions militaires. Voilà, ça a été accepté par la Maison-Blanche, et évidemment, la Colombie accepte de recevoir ces migrants expulsés des États-Unis. Alors, évidemment, du côté des Trumpistes, on est content. On dit, évidemment, c'est une victoire. La pression qu'a fait Donald Trump a fait céder Gustavo Petro. Du côté des partisans de Gustavo Petro et de plusieurs gouvernements d'Amérique latine, on dit, en réalité, non. Petro a gagné. On ne traite pas les migrants comme de la chair à canon, enfin, du bétail. Et donc, les conditions sont importantes. Et voilà. Et néanmoins, ce qui est important, c'est que un pays qui est un pays modéré, dont les États-Unis ont 11 bases militaires d'ailleurs sur son territoire, s'est élevé contre Donald Trump et a réussi à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, le thème de la migration et de la lutte contre la drogue. Et là, c'est important parce que il peut y avoir une voie commune pour faire face à la manière dont Donald Trump veut traiter le problème, une voie commune de certains pays d'Amérique latine. L'autre chose qui est intéressante, c'est que on voit bien que la politique intérieure, pour l'instant, de Donald Trump, détermine ses alliances et détermine sa politique extérieure. La question est la suivante. Avec qui Donald Trump va-t-il devoir traiter pour régler le problème des migrants illégaux vénézuéliens sur le territoire des États-Unis? Va-t-il traiter avec Edmundo González, que les États-Unis reconnaissent comme le président du Venezuela, et dans ce cas-là, les migrants seront peut-être expulsés dans le quartier riche de Salamanca à Madrid? Ou alors va-t-il traiter avec le président légitime Nicolás Maduro en poste à Caracas? Nous verrons dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que la question épineuse de la migration vénézuélienne, bien entendu, va être au centre des relations entre les États-Unis et le Venezuela. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a deux cartes possibles de la relation future des États-Unis avec le Venezuela. Une carte de la force, n'est-ce pas, et qui est représentée par Marco Rubio, c'est-à-dire une pression maximale sur le Venezuela, avec possible organisation de processus de déstabilisation. Je rappelle quand même que les États-Unis ont élevé la prime qu'ils donnent pour la tête de Maduro et de Diosdado Cabello à 25 millions de dollars. Donc, peut-être qu'ils vont pousser à ce qu'il y ait des opérations mercenaires pour aller déstabiliser le Venezuela. En revanche, ils l'ont déjà fait, ça n'a pas marché. Ou alors, la relation peut être marquée par le pragmatisme, et notamment le pragmatisme dans la lutte
des États-Unis contre la migration illégale et donc le renvoi de plusieurs centaines, milliers de migrants vénézuéliens au Venezuela. Et donc pour cela, ben, il faut traiter avec les autorités en place. Donc ça, c'est encore, on verra. Ce qu'on a pu voir, c'est que Donald Trump n'a pas invité Edmundo González à sa prise de possession. Edmundo González a été invité par un sénateur, il était dans les 3e cercles des invités, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comparer avec Juan Guaidó. On se rappelle que Juan Guaidó avait été l'invité d'honneur au message à la nation de Donald Trump en janvier 2019, qu'il avait été applaudi par tout le Parlement des États-Unis. Donc là, on voit la différence de traitement. Voilà. Alors, voilà pour le Venezuela, pour Donald Trump. Il y a eu aussi en Colombie des heurts entre la guérilla de l'ELN et des dissidences de l'ex-guérilla des FARC qui ont fait plusieurs morts dans l'est du pays, à la frontière avec le Venezuela précisément. Et Gustavo Petro est en train d'essayer de résoudre le problème, qui est un problème aussi qui tend à voir avec l'histoire tumultueuse de la Colombie, tant au niveau des guérillas qu'au niveau du trafic de drogue, ce qui explique son voyage en Haïti. Petro a été très actif durant le mois de janvier. Et ce qui est vrai aussi, c'est que ces affrontements ayant lieu à la frontière, eh ben, le Venezuela est un acteur indispensable dans la résolution de ce conflit. Petro le sait, et donc à un moment donné, la position qu'il avait tenue, qui était une position de grand écart intenable, eh ben, devrait aussi se résoudre par un pragmatisme par rapport à ce pays. Voilà, je termine là-dessus. Juste deux petites nouvelles pour finir. L'Équateur et la Bolivie vont voir des élections cette année. L'Équateur qui est dans une situation catastrophique avec une explosion de la criminalité, avec les cartels qui ont quasiment pris le contrôle de grandes portions de l'État. La candidate du coréisme, ce mouvement qui s'est construit autour de Rafael Correa, qui a eu le pouvoir entre 2007 et 2006-2014, et qui avait amené le pays à un niveau de développement jamais atteint. Le coréisme, dont la candidate Luisa González, dans les sondages, est en tête. Elle pourrait même peut-être gagner au premier tour. Et en tout cas, si deuxième tour il y avait, elle se retrouverait avec l'actuel président, donc Daniel Noboa, qui a un très mauvais bilan politique, économique et sécuritaire. Donc nous verrons, l'élection est en février, il ne faudra pas la manquer. C'est une élection très importante pour l'Amérique du Sud. Et puis la Bolivie, alors la Bolivie c'est compliqué puisque le président qui avait été élu sous les couleurs du MAS, Luis Arce, s'est, on va dire, bagarré avec le fondateur et le leader historique du MAS, Evo Morales. Une bagarre suivie de tentatives de lawfare, de judicialisation de la politique. Et les premiers sondages, alors Morales pour l'instant ne peut pas se présenter, mais les premiers sondages montrent des résultats assez encourageants pour l'ancien président Morales, le mettant à peu près 25%, Luis Arce étant à 2%. Voilà. Alors, comment le MAS va-t-il réussir à sortir de l'impasse pour ne pas céder le pouvoir au parti colonialiste? Ben ça, on verra, si ma mémoire est bonne, l'élection est dans le deuxième semestre, je crois au mois de septembre, au mois d'août, ou septembre 2025. Il faudra être attentif, bien entendu. Voilà, j'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne année 2025 et à bientôt.